Bonjour Thomas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de Sans filtre ajouté. Donc on va parler de TWF. J'ai énormément de questions à vous poser, donc que ce soit d'un point de vue consommateur, shopper, catégorie, commerce, bref, on va balayer vraiment tous ces différents leviers. Mais avant toute chose, je vais te laisser te présenter aux auditeurs qui nous écoutent. Bonjour Salomé, plaisir partagé. Moi je me présente, je m'appelle Thomas Lancelot, je suis dans l'entreprise TWF depuis 4 ans maintenant. J'ai plusieurs casquettes ici, je suis directeur achat, directeur sourcing, je suis aussi responsable de marque Condiment, dont on parlera sûrement aussi tout à l'heure, et une casquette aussi de directeur qualité où j'encadre notre équipe d'ingénieurs qualité. Si je devais choisir un produit qui me décrirait, je prendrais celui-là, qui est un peu notre petit dernier, qui est donc une sauce barbecue, qui est un produit cuisinant, un produit gourmand, un produit de partage, qui est un produit qui est aussi assez unique par rapport à ce qu'on connaît. Ça fait partie de ces produits découvertes. Redécouvrir la sauce barbecue, une sauce avec laquelle on cuisine vraiment, et qui va amener encore une fois ces moments de convivialité. Donc ce serait vraiment celui-là. Alors pour commencer, la particularité de TWF, mais Amélie et Thomas, vous allez m'en dire plus tout au long de cette interview, c'est qu'effectivement, vous allez dénicher des pépites pour les implanter sur le marché français. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe? C'est quoi le process et à quel moment on se dit ça c'est une marque pépite et effectivement on va le développer sur le marché français, il y a du potentiel? Oui, alors le process il peut être très long déjà. Généralement c'est des process, on va dire minimum 1 an et demi jusqu'à des marques avec lesquelles on est en contact depuis 25 ans. On a autant aussi parfois des alignements de planètes. Mais globalement, ce qui va faire la différence dans notre portefeuille, ça va être en premier, et c'est absolu, c'est ce qu'on appelle nous les USP, c'est qu'est-ce qui fait que le produit est différent par rapport à ce qu'on a au marché. Qu'est-ce que le produit amène de nouveau en France par rapport à ce que nous on connaît, par rapport à ce que le consommateur français est prêt à acheter. Donc ça, c'est vraiment le critère numéro 1 de se dire on a un volume, nous, entrant de sourcing qui est énorme. On est contacté par à peu près 1000 marques par an. Donc plus celles qu'on va visiter nous sur les salons. Moi je me rends sur plusieurs salons dans le monde avec mon équipe. Donc on a un volume entrant et de prospection qui est énorme. Parmi ça, on sait qu'on a la capacité nous de lancer 2, 3, 4 marques par an. Et donc tout le process de sélection va être de dire comment est-ce qu'on passe de ces 1000, 1500 marques, si je mets tout, si j'englobe un peu tout, jusqu'au lancement. Le premier critère, donc, c'est celui-là, c'est l'USP, c'est dire, voilà, on ne va pas lancer un MeToo de quelque chose qui n'apporte rien spécifiquement au marché. Le deuxième critère, ça va être la robustesse de l'industriel et du partenaire. Aujourd'hui, on a beaucoup de petites initiatives, start-up en Angleterre, il y en a énormément, qui proposent des produits très bien marketés, des très beaux concepts, mais qui derrière, souvent n'ont pas leur propre outil de production, ont des structures qui restent fragiles, émergentes, et on sait qu'en France, nous, on a besoin si on onboard une marque, on a besoin de moyens, et ça sera probablement mon troisième critère sur les choix de ces marques, c'est est-ce qu'on est aligné avec l'industriel, le partenaire, la marque, sur ses ambitions en France. Si la France c'est tactique ou si on sent qu'on a été nous les chercher mais qu'ils ne vont pas vraiment mettre de moyens, par moyens j'entends potentiellement refaire les recettes, peut faire les packaging, mettre des moyens marketing derrière. C'est vraiment une rencontre dans le temps et puis dans les ambitions. De dire voilà, nous on veut des marques gagnantes, on veut des marques fortes. C'est vraiment ce qui nous caractérise, des marques authentiques évidemment. Donc ce triptyque-là d'intérêt produit, de partenaires puissants et donc du coup de moyens investis derrière, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher sur l'ensemble des marques. Tu as effectivement déjà un peu répondu, notamment avec les raisons et ce triptyque qui fait que vous sélectionnez une marque ou non. Est-ce que tu peux me dire, ou peut-être me donner un exemple ou une anecdote où il peut y avoir des marques qui sont extrêmement qualitatives mais que vous avez jugé ne pas correspondre au marché français ou en tout cas pas tout de suite. Enfin, des fois, c'est des questions de timing. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Alors, des exemples, oui, j'en ai plein. Effectivement, sur 1000 marques et sur, on va dire, 150 marques qu'on creuse chaque année vraiment en profondeur. Évidemment, il y en a beaucoup qui s'arrêtent en cours de chemin. Le premier critère, évidemment, ça va être l'intérêt produit, mais j'ai envie de dire ça, on ne creuse pas vraiment si c'est un produit MeToo de ce qu'on a. Ensuite, on a tout notre volet RSE qui est de plus en plus fort. Donc, on a une charte éthique sur laquelle on souhaite que les fournisseurs s'engagent. Nos red flags, on va dire, ça va être dès qu'un fournisseur n'est pas certifié, que ce soit BRC, IFS. Donc, nous, on a aussi une sécurité alimentaire qu'on se doit en tant qu'apporteur
de produits sur le marché respectés. Donc ça, c'est les coûts tampons qu'il nous faut absolument pour avancer. Ensuite, on a potentiellement des recettes, le Clean Label, qu'on pourra apparenter un peu à la RSE, mais typiquement aujourd'hui, on n'a pas de produits coréens. On en rencontre énormément de très grands groupes coréens qui sont magnifiques, des très gros produits, très authentiques. Mais malheureusement, quand on regarde les listes d'ingrédients derrière, nous, c'est des choses qu'on n'amènera pas sur le marché. Aujourd'hui, le Nutri-Score, le Yuka Score, etc., c'est des choses qui sont de plus en plus regardées, à la fois par nos partenaires enseignes, dans lesquels on est intégré, nous, dans des Hack for Food chez Carrefour, etc. Donc, on se doit, dans nos produits, d'amener l'excellence et de la valeur ajoutée, ce qui peut faire partie d'ailleurs des USP des produits. Si vous prenez notre lait de coco, c'est le seul lait de coco du marché aujourd'hui qui n'a aucun additif, donc il n'y a pas d'épaississant. Donc, ça fait partie des choses où on se dit, OK, on amène un lait de coco, mais il faut qu'il soit différent là-dessus. Donc c'est vraiment l'USP. Et puis après, bon, on n'est pas des bénévoles, hein, donc il y a évidemment le critère prix, des critères à l'achat qui sont évidemment chers. On est soumis au grand import parfois, même si la plupart des produits qu'on distribue, je crois que c'est 90-95% de nos colis qui sont vendus qui sont faits en Europe, même s'il y a une très forte identité produit du monde, parce que souvent ces gros groupes-là ont un site de production en Europe. Mais évidemment, le prix reste aussi, si on est épicerie fine plutôt que retail, ce que nous on fait, bah voilà, là ça va être des discussions avec effectivement le partenaire pour savoir s'il y a des compromis sans dégrader le mix. Et c'est souvent les dossiers qui restent en suspens, parce qu'on n'arrête jamais vraiment un dossier. C'est des dossiers sur lesquels on sait que l'industriel aura la possibilité de travailler sur ce critère-là, et donc que le chemin se fera et un jour on se retrouvera pour avancer. Tu parlais notamment des chartes qualité, si on peut les appeler comme ça, j'ai sûrement peut-être pas les bons termes, mais en tout cas, donc notamment des produits coréens où tu vas retourner le pack, regarder la liste d'ingrédients et ça, tu te dis non, ça matchera pas en tout cas avec nos critères à nous et le marché français. Ça montre à quel point aussi, d'un point de vue pays, les réglementations, les habitudes de consommation sont complètement différentes. Comment ça influe justement vous dans votre façon de travailler? Est-ce que parfois, souvent, je sais pas, vous arrivez à changer par exemple un produit qui est exporté à l'international avec certains ingrédients et de le changer pour le marché français? Alors oui, là où tu as concrètement et clairement raison, c'est que ce critère de la liste d'ingrédients, du good food, etc. Est très fort chez nous et très fort en France. Et quand je dis très fort en France, c'est que je pense même qu'en Europe, et je parle même pas des pays asiatiques, on est déjà assez avancé. Donc nous, quand on reçoit les fournisseurs ici, on a beaucoup de travail de pédagogie à faire sur pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que des choses qui pour eux leur paraissent tout à fait naturelles, nous en France, on va se refuser de le faire. Donc je ne parle même pas des additifs, nous on a une liste noire d'additifs où on sait, moi quand je reçois un sourcing, je le passe à l'équipe qualité, ça screen s'il y a une liste noire, là on discute même pas, ou alors c'est un travail de reformulation. Donc on a beaucoup de lobbying à faire sur effectivement les recettes, enlever tel ingrédient, on travaille en ce moment sur un fournisseur qui devrait voir le jour en avril 2026, avec lequel on a travaillé énormément pour améliorer ces recettes, pour avoir des recettes clean label. Donc en fait, en étant français, on est très en avance, donc on est souvent un eye-opener pour eux. Quand je disais que le deuxième critère de sélection, c'est la capacité d'un industriel à nous suivre, ça va aussi là-dedans. C'est-à-dire que si l'industriel prend la mesure du potentiel du marché français et dit effectivement, j'ai compris, j'ai vu les Nutri-Score, j'ai vu les Yuka Score, j'ai vu les Hack for Food, j'ai vu tous ces programmes-là dans lesquels on est intégré. Si lui comprend ça et qu'il modifie ses recettes dans ce sens-là, quitte à ce que derrière, il les étende à l'Europe, ce qui est souvent le cas. Dans ces cas-là, là, on se dit, OK, là, on a le bon grip avec le partenaire et lui va pouvoir nous accompagner parce qu'on a une écoute et on a un vrai partenariat fort. Après, il y a des produits qu'on prend et qui sont déjà très clean dans nos sourcing, ça c'est super. Mais souvent dans le développement, c'est aussi des bons signaux, d'accompagnement des enseignes et des marques, pardon. Et parfois, ça peut se faire sur plusieurs années. Parfois, c'est des process R&D assez lourds chez eux. Et donc, on se dit, bon, bah voilà, on reste en contact, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, revenez vers nous dès que vous avez des innos. Mais souvent, c'est assez jouissif de voir que les partenaires changent leurs recettes et derrière, ça devient leur standard généralement pour l'Europe. Ça, là, on se dit qu'on a effectivement un beau métier. Est-ce que tu as une marque à nous présenter qui justement a été game changer dans l'histoire de TWF que vous avez importée en France, interdite par les Kikkoman parce que tout le monde connaît? Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Et puis peut-être raconte-nous un peu effectivement toute l'histoire qu'il y a derrière et le process, quand est-ce que ça s'est fait, comment ça s'est fait, combien de temps ça a pris, parce que c'est vrai que là on est en interview et on a l'impression que ça se fait en claquant des doigts, mais je sais que c'est pas le cas.
Effectivement, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça je te le confirme. Si je regarde, écoute, nous, c'est plutôt une... je sais pas si on peut parler de game changer dans le sens où il n'y a pas de révolution alimentaire. C'est plus qu'on va venir accompagner des trends. Quand on a lancé les premières pâtes miso en France, on nous a regardé avec des grands yeux. On s'est dit, une pâte miso, c'était il y a 10 ans, 15 ans maintenant. Je regarde Amélie, mais voilà, c'est plus ce côté novateur via de l'authenticité. Donc je dirais que c'est plutôt une somme de game changer. Et quand on voit aujourd'hui nos positions sur le marché, quand on voit qu'on est numéro 1 sur la sriracha, numéro 1 sur la sauce soja, numéro 1 sur les soupes miso, numéro 1 sur la Thaïlande, numéro 1 sur l'Inde, voilà, c'est à chaque fois c'est des couches qu'on va venir rajouter et qui sont game changer. Ensuite, on a des projets, typiquement, si je reprends mon produit chouchou, la Sweet Baby Ray, ou je vais peut-être parler de Maldon par exemple, un super produit. Ça c'est un challenge. Ça c'est un challenge parce qu'aujourd'hui, en France, on est une terre de sel. On a le sel de Guérande, le sel de Noirmoutier, le sel de l'île de Ré, le sel de Camargue, blablabla. Et on pense tous connaître le sel, la fleur de sel, le gros sel. Ici, il y a un produit que peu de gens connaissent, qui sont les flocons de sel. Et donc, c'est un produit qui est extrêmement connu à l'international. C'est-à-dire que vous allez dans les pays nordiques, c'est quasiment une catégorie à part entière. Vous allez en Espagne, c'est très fort. Et donc, en fait, c'est des flocons de sel qui vont apporter un croquant. Et il se trouve que Maldon est le leader mondial, la référence. Il y a 2 restaurants étoilés sur 3 qui utilisent le produit. C'est extrêmement identifié en RHF. Nous, on couvre les 2 circuits, la GMS et la RHF. Et donc là, on a un vrai challenge, un vrai produit pépite. C'est une marque, regardez, ils ont 130 000 followers sur Instagram. C'est une marque de sel. Donc c'est quand même assez une dinguerie. On a eu la saveur de l'année là-dessus. Le sel fumé, il y a le classique et le fumé. Le sel fumé a eu le meilleur score. Donc ça peut faire partie des produits qui vont amener une catégorie et qui vont ouvrir un nouveau chemin sur une catégorie où on se dit... Allez, en gros, depuis le sel de l'Himalaya, qui a maintenant 15 ans, 20 ans, on pensait tout connaître. Là, il y a un vrai phénomène. Et nous, notre force, c'est de dire eye-opener sur le catégorie manager. Voilà une nouvelle offre. Regardez les usages sur leur Instagram. Il y a du sucré, il y a du cocktail. Ça va beaucoup plus loin aussi en termes de versatilité de produit. La texture est différente, donc il y a un vrai intérêt produit. Et donc ça, ce sont le genre de produits sur lesquels on mise justement pour dire ça peut être un game changer. Et demain, Maldon est devenu, comme je le disais, dans les pays nordiques, un nom générique, c'est le sopalin, on va dire, du sel, ou le Kleenex. Nous, on aspire à ça. C'est notre vision. On va l'amener, donc on va l'amener avec le concours de la marque. Mais les game changers, ça va être plutôt ça, des produits auxquels nous, on croit, parce que l'USP est très forte. Comment vous arbitrez justement entre la typicité de la marque, ou en tout cas voilà, toute son histoire culturelle, hein, on voit dans les produits qui sont derrière moi, on a cette typicité, on comprend tout de suite en regardant le pack de quel pays ça vient, et les adaptations à faire justement par rapport au marché français. Alors là évidemment je parle plus du premier élément de communication qu'est le pack, pour parler et aux consommateurs quand ils utilisent le produit, mais aussi aux shoppers. Comment vous trouvez justement cette balance entre je garde l'authenticité du produit pour qu'on comprenne toute son origine, toute son histoire, et est-ce que vous l'adaptez en fait finalement pour le marché français un tant soit peu? Alors là, on rentre dans le cœur de notre expertise et de proposition. Notre métier, c'est justement de trouver cet équilibre dont tu parles entre l'authenticité d'un produit que je pourrais trouver par exemple sur les étagères au Japon et ce dont a besoin le shopper au Carrefour Market. C'est vraiment le cœur de notre métier. C'est pour ça nous, on se considère brand builder. C'est ce qu'on vend. C'est pour ça qu'on a des équipes marketing si étoffées. C'est pour ça qu'on a une agence digitale et de communication intégrée qui fait les pack design quand les industriels nous accompagnent. Donc oui, nous, on a une obsession qui est l'obsession de notre président Alain Moron depuis 40 ans, depuis qu'il a amené les premiers produits asiatiques quasiment en GMS. C'est de dire, par exemple, sur les packaging, il y a une formule que j'aime bien qui dit nous, on ne vend pas des dictionnaires multilangues, on vend des produits qui ont une histoire à raconter. Et donc ça veut dire que sur un packaging, on doit évidemment expliquer le produit. C'est des produits qui ont souvent besoin de pédagogie. Amélie en parlera dans la partie marketing. Mais donc avoir cette pédagogie sur les produits, mais aussi de pouvoir se dire on va raconter l'histoire de la marque. On a aujourd'hui, c'est ce qui fait que TWF aujourd'hui est un peu seul. Parce que si je prends nos concurrents, je ne vais pas parler de concurrents, mais plutôt d'homologues sur le marché, tout le monde a pris le choix souvent d'aller sur des marques propres, donc de faire le sourcing, mais de mettre à leur marque. Nous, c'est le contre-pied qu'on a. Nous, on a des marques qui ont des histoires à raconter. C'est souvent des marques qui sont leaders sur leur marché. Donc oui, on va adapter les recettes. Je ne vous fais pas l'article sur les piments. Quand les produits viennent d'Asie, souvent...
sur les premières dégustations, on dit il va falloir peut-être corriger un peu ça pour rendre accessible. Alors, on a des produits piment parce que le piment booste très bien, donc on les market vraiment piment maintenant, ce qui est quand même bien moins piment que ce qui se passe là-bas. Mais voilà, donc ça, sur les adaptations recettes au palais, on a nos panels conso, on teste et on adapte si besoin. Mais le packaging, qui est notre premier média, lui, doit absolument être adapté. C'est pour ça que, par exemple, on va passer, alors je ne sais pas si ça sera très, très visuel, mais on va passer d'un produit comme ça que vous pouvez trouver dans les épiceries asiatiques et qui a été peut-être un démarrage qu'on a fait avec SNB. Alors, à l'image, c'est aujourd'hui, vous avez un produit que j'ai dans les mains, qui est un produit en anglais, qui s'appelle Golden Curry, qui est Japanese Curry Mix in Block, qui veut probablement pas dire. Il faut savoir qu'en France, malheureusement, on est quasiment les derniers en Europe en termes de niveau d'anglais. C'est quelque chose que je dis beaucoup aux fournisseurs. On progresse, mais je crois que c'est 8% des Français qui sont capables d'avoir une conversation fluente, spontanée en anglais. Donc ça va parler, un produit qui va être en anglais avec une étiquette derrière ou un pack multilangue comme c'est le cas ici, c'est un produit qui va parler aux experts. Nous, notre métier, c'est de pas parler aux experts. Donc nous, tout notre travail, ça va être de dire à ce fournisseur, pour accélérer les ventes, pour développer la catégorie, il faut passer sur un format 100% français. Alors évidemment, il y a des discussions sur les MOQ, sur le nombre de produits qu'il faut commander pour amortir un pack en français, etc. L'avantage, c'est que nous, on travaille avec l'ensemble de la distribution, qu'on est sur notre DV Max, c'est 100. Donc, j'ai envie de dire, on est capable d'apporter les volumes qui font que généralement, on atteint les MOQ sur ces produits-là. MOQ, minimum order quantity. C'est ce qu'ils nous disent pour développer un pack en français, il faut atteindre tant de colis. Mais ça, pour nous, tu parlais de game changer tout à l'heure, ça, c'est un game changer. C'est là qu'on va aussi rassurer les enseignes. De dire, voilà, nous on croit en ce produit, le fournisseur y croit, on a un pack dédié au marché français. Ça nous permet aussi la plupart du temps, comme c'est le cas ici, de mettre notre logo PME+. On a cet engagement RSE. Vous trouvez le logo PME+, sur la plupart des produits qu'on importe, parce qu'on valorise justement ce produit-là, notre ancrage local, notre emploi local. Donc c'est tout ça qu'on va venir véhiculer sur un pack. Et encore une fois, c'est vraiment l'adaptabilité entre garder l'ADN du produit, parce que le produit en soi, celui-là, vous achetez le même au Japon. Mais par contre, totalement adapté au marché français. Et encore une fois, c'est vraiment notre ADN et notre critère de choix. Quelqu'un qui va dire non, moi je veux rester absolument sur le pack multilangue. On va dire d'accord, écoute, dans ces cas-là, on se revoit dans un an, on en rediscute. Mais nous, c'est des drivers forts de décision. Amélie, je vais tout d'abord te laisser te présenter aux auditeurs qui nous écoutent. Donc bonjour, Amélie Six, je suis chef de groupe chez TWF depuis maintenant 4 ans. J'ai rejoint l'entreprise il y a maintenant 7 ans et je travaille donc sur la partie produits du monde. Aujourd'hui, je pilote une quinzaine de marques au sein de la catégorie avec mon équipe de chefs de produits. Alors si j'étais un produit TWF, je pense que je serais un paquet de Maciné ou de Nascondini Mulino Bianco. Parce que objectivement, c'est vrai que j'ai découvert la marque avec beaucoup de plaisir il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et je pense qu'on peut difficilement cocher autant de cases entre les œufs de poule plein air, l'empreinte carbone neutre, les ingrédients de qualité, le lait frais italien, le pur beurre, etc. C'est vrai qu'on est sur un produit qui est aussi beau que bon. Et donc voilà, s'il faut en choisir un, je choisirais celui-là. Amélie, j'ai beaucoup de questions à te poser sur la catégorie produits du monde parce que, effectivement, tu vas le dire mieux que moi, mais c'est une catégorie qui est en forte croissance. Et j'aimerais que tu me dises quelle est la vision de TWF justement sur le développement des catégories dites produits du monde en grande distribution. Et puis, effectivement, est-ce que tu peux nous parler un peu de la dynamique de ce rayon ? Alors la catégorie produits du monde, c'est une catégorie qui est extrêmement dynamique. C'est une catégorie qui aujourd'hui, sur la partie épicerie, atteint le 1 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires a littéralement doublé en 5 ans. Donc on est sur une très belle croissance qui s'illustre aussi par un très beau gain de pénétration, puisqu'aujourd'hui la catégorie produits du monde touche 8 foyers sur 10. On se parle à peu près de 9 points de pénétration gagnés en 5 ans. Maintenant, on peut considérer que cette catégorie en a encore un peu sous le pied, puisque l'Asie, ça concerne 7 foyers sur 10, le Tex-Mex, 5 foyers sur 10. Donc il y a encore une belle marge de progression pour les années à venir. Pour donner un petit peu de contexte, c'est vrai que la catégorie a toujours été très dynamique, mais il y a une accélération qui s'est vraiment illustrée pendant la période Covid. C'est vrai qu'à l'époque, la restauration était fermée et les consommateurs qui avaient l'habitude de consommer des plats exotiques, peut-être en restauration, ont cherché à recréer les recettes à la maison en sélectionnant leurs produits directement en GMS au sein du rayon produits du monde.
Ce qui est exceptionnel, c'est que non seulement les volumes qui ont été gagnés pendant cette période ont été conservés, mais la catégorie est allée aussi beaucoup plus loin sur les années qui ont suivi. Maintenant, ce qu'on peut aussi dire sur le rayon produits du monde, et parler peut-être un peu plus de notre vision catégorielle, aujourd'hui, pour donner un petit peu de contexte, TWF Epidis, c'est le 3e acteur des produits du monde sur la partie épicerie. On est 2e sur l'Asie. Ce qui va vraiment nous caractériser dans notre approche, c'est la transversalité. On est présent sur de nombreux sous-segments, nombreuses origines. On va être présent à la fois sur des produits japonais, thaïlandais, indiens, mexicains, italiens, des produits du Moyen-Orient. Donc on a la chance de pouvoir couvrir un panel très large de sous-segments au sein de la catégorie. Et on va vraiment pouvoir se positionner comme capitaine de catégorie sur de nombreux sous-segments. Si je prends par exemple les sauces soja, on est numéro 1, les nouilles soba en cup, on est numéro 1, les pâtes de curry, les sriracha, le miso, les sauces chaudes, il y a beaucoup de segments où on se positionne comme ça. Donc on est vraiment sur une expertise transversale de la catégorie qui va s'illustrer pour moi sur plusieurs piliers. Je pense que dans ce rayon, c'est important d'avoir un marketing qui est centré sur la pédagogie. C'est vrai que le rayon produits du monde n'est pas forcément facile à appréhender pour le consommateur lambda parce que c'est des produits qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, des produits qui ne sont pas forcément marketés. Parfois, on a des produits avec 5 langues en traduction au verso. Donc, c'est vrai qu'on a besoin d'apporter de la pédagogie sur comment appréhender le produit, les recettes, cuisiner tout ça à la maison. Et c'est vrai que c'est une approche qu'on a vraiment mis au cœur de notre ADN, puisque un consommateur qui sait utiliser les produits et qui sait même aller au-delà de l'usage traditionnel en ajoutant une touche du monde dans ses recettes du quotidien, ça va venir booster la fréquence d'achat et ça va aussi venir booster la pénétration puisque on recrute plus facilement quand on propose des recettes qui sont faciles. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de consommateurs qui n'ont pas forcément envie de cuisiner asiatique par exemple, mais qui sont assez ouverts à apporter une touche originale dans des recettes traditionnelles françaises par exemple et apporter un peu de diversité. Ce qui va aussi caractériser, je pense, notre vision catégorielle, c'est la transformation en magasin, qui est vraiment un des piliers de notre activité, puisque pour recruter, il faut être visible. C'est important d'être présent, que ce soit en rayon, mais également hors du rayon, sur plateau promo pendant les temps forts, par exemple. Aujourd'hui, si je parle du Nouvel An chinois, par exemple, qui est un gros temps fort de la catégorie, TWF va poser près de 15 000 displays sur le temps fort. Sur l'année globale, on est sur 30 000 displays aujourd'hui et ce chiffre grossit d'année en année puisqu'il y a une véritable appétence pour les produits du monde et notamment les produits asiatiques. Et donc c'est vrai que sur ces périodes promotionnelles, on va venir toucher du temps fort purement asiatique comme le Nouvel An chinois, mais c'est important aussi d'aller au-delà avec notamment des temps forts barbecue, des temps forts au moment de la rentrée scolaire, la fête de la Lune, etc. pour, encore une fois, venir s'ancrer un petit peu plus dans le quotidien. Pour terminer, je parlerai de notre capacité à innover, qui est vraiment un des facteurs clés pour mettre en mouvement la catégorie. Pour donner un petit chiffre, on a lancé plus de 150 innovations en 5 ans, mais c'est vrai que c'est également un des points clés. Le segment attire beaucoup et il s'atomise beaucoup aussi, parce que c'est vrai que forcément, une catégorie aussi dynamique, ça interpelle, ça attire de nouveaux intervenants, plus ou moins authentiques, plus ou moins performants. Donc il y a un vrai enjeu de clarifier l'offre au sein de ce rayon pour pouvoir guider le consommateur et continuer à faire grandir la catégorie. Tu nous as beaucoup parlé du consommateur, du shopper. J'ai quelques questions sur le consommateur avant de parler shopper et toute la partie catégorielle. Est-ce que tu peux nous dire, Amélie, tu as parlé du Covid, notamment une période assez marquante qui a vraiment bouleversé les habitudes des Français et de consommation. Et on voit 2 grands mouvements se dessiner, ce qu'on appellerait l'économie de la flemme, avec notamment la uberisation de la food en mode j'ai pas envie de cuisiner et je consomme rapide. Et effectivement, la tendance du fait maison, qui, à mon sens, a dû justement beaucoup développer le rayon produits du monde. Quelle analyse tu fais là-dessus d'un point de vue marketing ? Alors c'est une très bonne question. Je pense que finalement on peut surfer assez facilement sur ces 2 tendances, puisqu'au rayon produits du monde, on va retrouver une grande diversité. Et pour parler effectivement des produits qu'on distribue, de sauces et condiments du monde, de sauces froides notamment, qui sont des produits assez polyvalents pour venir ajouter une petite touche en plus à un produit qu'on aurait commandé en livraison ou qu'on aurait pris à emporter. Donc là, on est sur une offre qui est dans le réfrigérateur du consommateur et sur lequel il peut s'appuyer pour ajouter un petit peu de gourmandise au plat à emporter. Ça s'inscrit aussi très bien dans tout ce qui est cuisine d'assemblage, qui est un phénomène dont on parle beaucoup.
Maintenant, je pense qu'on peut aussi surfer sur la tendance de la cuisine maison, puisque si je prends l'exemple du Tex-Mex, où aujourd'hui avec la marque Mission on propose des wraps principalement. C'est vrai que les wraps, on peut voir ça aussi comme de la cuisine d'assemblage, mais on est sur une véritable invitation à la créativité culinaire. Donc ça incite les consommateurs à composer eux-mêmes leurs recettes, qu'elles soient Tex-Mex ou pas, et à apporter toutes sortes d'ingrédients pour... Pourquoi pas aussi ajouter un peu de condiments du monde, une sauce asiatique dans un wrap, c'est aussi quelque chose qu'on peut envisager. Mais je pense que c'est peut-être aussi ça la force du rayon produits du monde. On est sur des produits plaisir qui sont pas forcément des produits listés au moment des courses. Donc c'est vrai, on en a parlé, important de sortir du rayon parce qu'on est sur de l'achat d'impulsion. Mais justement, cette gourmandise et cet éco-voyage est assez intéressant pour aller toucher à la fois les consommateurs qui n'auraient pas trop le temps et qui sont plutôt sur de la cuisine d'assemblage ou juste ajouter une petite touche sur de la vente à emporter. Et on touche à la fois les personnes qui veulent aller plus loin dans le challenge culinaire, qui vont se lancer dans des recettes de curry avec une pâte de curry, un lait de coco, ou qui vont exprimer leur créativité dans un wrap ou autre. Comment vous travaillez aujourd'hui avec les enseignes? Parce qu'on l'a compris, c'est un rayon qui est vraiment en croissance pour le coup. Et j'imagine que toutes les enseignes veulent pousser les rayons, trouver effectivement des façons en tout cas d'expliquer tous ces produits du monde qu'on peut voir ici pour ceux qui regardent en vidéo. Là, je vois aussi une belle PLV. Est-ce que Amélie, tu peux nous en dire un peu plus? Alors aujourd'hui, toutes les enseignes ont un rayon produits du monde et des équipes dédiées. Chez TWF, on a une équipe Catman et une équipe de comptes clés qui sont organisées par enseigne, qui ont des rendez-vous réguliers avec nos interlocuteurs enseignes, où ils pourront échanger sur la catégorie, sur la position de l'enseigne sur la catégorie, et sur les différents leviers à activer pour développer la catégorie dans l'enseigne. Donc ces leviers, ça va s'orchestrer sur l'assortiment par exemple, avec chaque année le référencement de nouvelles marques, de nouvelles innovations sur nos marques existantes, un accompagnement complet sur la montée en DN de ces produits, le bon produit à la bonne place au bon prix. On va venir également travailler avec nos interlocuteurs sur la partie merchandising, avec forcément des recommandations qui vont être formulées de la part de nos équipes, mais également du travail collaboratif avec Open Catman par exemple. Ça va aller jusqu'à proposer un habillage catégoriel qu'on a effectivement juste derrière nous, qui est une bonne façon d'apporter une clé de lecture peut-être plus facile à appréhender par le consommateur, avec des rapprochements intéressants entre certains sous-segments. Je pense par exemple les pâtes de curry à côté des laits de coco, pour maximiser le panier moyen. Et on est vraiment sur une approche et un accompagnement qui est complet, puisque ça va jusqu'à la mise en place en rayon, où notre force de vente est présente pour les réimplantations, pour aider l'enseigne. Et le dernier levier, je pourrais parler de l'approche promotionnelle. Forcément, on en a un petit peu parlé avec le Nouvel An chinois, qui est le gros temps fort de la catégorie, mais également d'autres temps forts thématiques, parfois même thématiques enseignes, ça peut être les semaines italiennes, etc., où on va venir collaborer avec les interlocuteurs enseignes pour activer tout au long de l'année, toujours avec le bon degré d'événementialisation qui est propre à TWF. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a vraiment cet aspect culinarité. Et tu parlais, Amélie, notamment des temps forts comme le temps fort chinois, où vous allez pouvoir mettre, pour les avoir déjà vus, des îlots centrales avec justement tous les produits qui composent une recette. Donc il y a aussi cet aspect comment je facilite le shopper au sein du parcours d'achat. Comment vous faites justement quand vous allez trouver une pépite sur un autre marché pour l'implanter en France et l'expliquer aux enseignes? Parce qu'il y a deux enjeux. Il y a expliquer aux consommateurs finalement comment on utilise ces produits du monde au sein des recettes. Alors on connaît les grands classiques que sont par exemple, je pourrais citer la sauce soja pour justement la cuisine asiatique, mais il y a aussi l'enjeu de comment je fais pour expliquer une nouvelle marque sur ce rayon-là auprès de mon enseigne, puis après auprès de mon consommateur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pour convaincre nos interlocuteurs enseignes, on va s'appuyer, je pense, sur plusieurs axes. Le premier axe qui pour moi est très important, c'est l'accompagnement qu'on est capable d'apporter. Parce que c'est vrai qu'un produit qui n'est pas connu sur le marché français, ça peut faire un peu peur. Maintenant, ce qui rassure, c'est l'approche marketée, claire, gourmande, c'est l'accompagnement sur la montée en DN, c'est l'accompagnement, le soutien promotionnel. Donc ça, c'est des facteurs qui sont clés et qui font que notre approche, elle est crédible et nos interlocuteurs nous font confiance. Maintenant, forcément, on va s'appuyer sur de la donnée chiffrée.
On va regarder ce qui se passe au niveau des panels distributeurs, quelles sont les tendances peut-être de segments voisins ou complémentaires qui pourraient justifier une extension de gamme, un produit complémentaire. On va s'appuyer aussi beaucoup sur les tendances RHF, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un pont entre ce qui se passe en restauration et ce qu'on va retrouver en GMS. En général, ça naît d'abord en restauration et ensuite ça arrive dans la cuisine des Français. Si je prends l'exemple de la tendance du ramen, qui a été très forte sur les dernières années et qui est toujours très forte, qui se traduit par un nombre incalculable de restaurants de ramen qui se développent dans toutes les grandes villes, mais pas que, ou encore tout ce qui est tendance de la cuisine épicée pimentée, qui est également quelque chose qu'on retrouve beaucoup en rayon, puisque la sriracha, c'est de la croissance à 2 chiffres depuis je ne sais combien d'années. Je pense que depuis que j'ai rejoint l'entreprise, on est sur une croissance à 2 chiffres. Donc c'est des points sur lesquels on va beaucoup s'appuyer. Maintenant, ce qui pourrait convaincre un catégorie manager, on le fait peut-être un peu moins, mais je pense qu'on pourrait le faire plus et s'appuyer sur des données de performance chez nos voisins. Parce que c'est vrai qu'il y a certains produits, je pourrais parler du Wrap XL Mission, alors je ne l'ai pas à côté de moi, mais on l'a lancé l'an passé et c'est vrai qu'on est très content de ce lancement et c'est un produit qui avait été lancé en Espagne, en Angleterre et qui fonctionnait bien. Donc ça nous a rassurés dans ce lancement. Où je pourrais parler de Mulino Bianco, comment ne pas en parler, puisque c'est vrai qu'on est sur la marque numéro 1 en Italie, près de 400 millions d'actes d'achat par an rien que sur le marché italien. Et c'est vrai que la marque était finalement assez peu diffusée en France avec une approche très régionale. Donc un produit aussi beau et une marque aussi belle sur son marché italien, ça ne peut que fonctionner sur le marché français. Donc il y a des synergies intéressantes à établir entre les deux pays. Vu que, évidemment, sur le podcast, il y a énormément de Catman qui nous écoutent, que ce soit Catman marque ou Catman enseigne, est-ce que tu peux nous dire justement quel type d'insights, quel type de data sur lesquels vous vous appuyez? Parce qu'il y en a beaucoup de la data et souvent on ne sait pas laquelle utiliser justement en fonction des problématiques qu'on avance. Est-ce que tu as des exemples peut-être ou une anecdote à nous partager? On est une PME familiale, mais on a effectivement beaucoup d'outils pour construire nos argumentaires, pour appuyer nos discours. Donc forcément, on travaille avec les panels distributeurs, Circana, panel consommateur également avec Kantar. Je pense qu'on a une approche, on pourrait définir l'approche TWF de très data-driven. On s'appuie aussi sur des études annexes d'instituts indépendants notamment. On n'hésite pas aussi à faire des études quanti pour valider des packs, valider des concepts produits. Donc ça aussi, ça vient argumenter et peser dans la balance quand on doit revendre un produit, un concept, une marque, une idée auprès de nos clients. Après, ce qui est vraiment clé dans notre façon de revendre une innovation ou une nouvelle marque auprès de nos interlocuteurs, c'est notre ADN de toujours chercher le point clé de différenciation. Comment on va pouvoir compléter de façon pertinente la pyramide d'offres? Qu'est-ce qu'on va venir apporter? Donc ça peut être un point de différenciation sur l'aspect qualité du produit, moins d'additifs, des ingrédients plus nobles. Ça peut être l'approche packaging, on en parlait tout à l'heure à la pédagogie, mais ça peut aussi être une approche purement en praticité. Voir quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le rayon produits du monde, c'est un rayon où il y a beaucoup d'intervenants qui s'atomisent beaucoup et on peut rapidement se dire tout est dynamique et on apporte des MeToo sur l'ensemble des sous-segments, ce qui n'est absolument pas l'objectif et ce qui n'est pas forcément vecteur de croissance pour la catégorie et pour une enseigne. Mais c'est vraiment sur cette approche, trouver toujours le petit point clé de différenciation où on va, je pense, trouver nos arguments les plus forts. Est-ce que tu as un exemple où justement TWF a fait évoluer la vision d'un rayon chez une enseigne? Ça peut être en termes de produits, tu peux citer une enseigne si tu le souhaites. Je pourrais vous parler de l'une de nos plus belles marques, Kikkoman. Donc qui est une marque qui aujourd'hui, à travers toutes les études qu'on a pu mener et à travers les seuils de pénétration, de chiffre d'affaires qui ont été atteints, nous a montré qu'elle était capable d'aller plus loin et d'aller toucher encore plus de consommateurs. C'est pour ça qu'on a décidé il y a maintenant un peu plus de 2 ans d'adopter une stratégie condiment pour la marque Kikkoman. Donc on a développé une gamme entièrement dédiée à ce rayon condiment, qui est une gamme de petites bouteilles 150 ml. Donc aujourd'hui on a 2 enseignes qui nous font confiance sur cette initiative et on a des chiffres qui sont déjà très prometteurs puisqu'on est globalement sur des rotations qui ont doublé. C'est vrai que Kikkoman aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années que c'est absolument pas une marque pour faire uniquement des recettes asiatiques. C'est pas une marque qui est limitée à l'usage des sushis. Elle s'utilise déjà comme un condiment universel dans tout un tas de recettes. Ça, on s'est appuyé sur des études consommateurs notamment pour pouvoir le démontrer, le justifier. Et c'est sur ce constat-là qu'on a partagé aux enseignes que main dans la main, on a pu mettre en place ces premières initiatives qui sont assez prometteuses et qui, je pense, montrent aussi tout le potentiel de développement que nos marques ont
au sein du rayon produits du monde, mais aussi en dehors du rayon produits du monde, puisque des grosses marques comme Kikkoman, qui sont en pub TV 3 fois par an, ont carrément la légitimité d'aller s'implanter en dehors du rayon. Après, ce que je pourrais également vous donner comme exemple, peut-être au sein du rayon produits du monde, peu de temps après mon arrivée dans l'entreprise, on a lancé la marque Real Thai en 2019, donc sur le segment des produits coco, qui était à l'époque le deuxième plus gros segment de l'Asie. Et c'est vrai qu'à l'époque, le segment se paupérisait peut-être un petit peu, puisqu'il y avait beaucoup d'acteurs, mais très peu de différenciation. Ça vient illustrer mon point juste avant, entre les différentes marques. Globalement, beaucoup d'offres avec des additifs, un pourcentage de noix de coco assez équivalent d'une marque à l'autre. Et donc on est arrivé avec une nouvelle grille de lecture, un pourcentage élevé en fruits, donc 85% pour le lait, et l'absence d'additifs, qui a permis d'apporter un produit différent, qui est complémentaire peut-être à ce qui existait déjà, qui vient apporter un bon complément à la pyramide d'offres. Et c'est vrai que ça a permis à l'époque, relancer le gain de pénétration sur les produits coco avec justement le bon accompagnement, etc. Donc c'est aussi, je pense, un exemple où la vision du rayon, en tout cas l'appréhension de ce sous-segment a pu évoluer. Je pense qu'on se souvient tous d'il y a quelques années où justement pour avoir un produit du monde, il fallait aller dans des épiceries spécifiques, et là c'est quand même assez marquant de se dire qu'on peut retrouver tous ces produits justement en mass market avec un rayon dédié qui grandit de plus en plus. Maintenant, je voudrais te parler de la force de vente parce que, vous le savez, sur le podcast, on en parle beaucoup. Le terrain, on peut faire toutes les actions marketing, commerciales du monde s'il n'y a pas une force de vente qui met toutes les actions en place pour apporter justement de la visibilité à ces actions-là. Il n'en est rien, évidemment. Est-ce que, justement, tu peux nous dire en quoi le fonctionnement de la force de vente de TWF est singulière? Parle-nous de la force de vente, combien de personnes, comment vous fonctionnez? Voilà, on veut tout savoir. Oui, je disais tout à l'heure qu'effectivement, notre service, le cœur de notre métier, c'est l'adaptation des marques. Une fois que ça c'est fait, évidemment, là, on va devenir une sales machine. C'est vraiment grâce à nos commerciaux, à nos ambassadeurs. Et c'est aussi ce qui fait, on va dire, la spécificité de TWF. Donc là, on va se parler d'Epidis, qui est le nom de notre filiale. Bon, si on peut dire filiale dans une PME, mais de filiale retail. On a aussi une filiale food service qui nous donne beaucoup d'insights sur ce qui se passe dans ce réseau-là. Aujourd'hui, nous, pour une PME, on a 50 personnes sur le terrain. Donc, on a 30 CS, on a 15 promoteurs des ventes, on a 5 CVR. Et c'est une force de vente qui grandit d'année en année au rythme de notre accueil de marque. Plus ou moins grosse, on va accélérer, on va embaucher 4, 5, 6 personnes, 8 personnes, suivant les marques qu'on onboard tous les ans. Donc, tous les ans, on grossit, et ce qui nous permet effectivement de maintenir la part de focus sur nos marques. Ce qui fait qu'on est unique, je pense qu'il y a effectivement le premier point, c'est la connaissance produit et le côté ambassadeur. Je le disais, on a des marques fortes. Nous, on prend le temps. C'est le cas la semaine prochaine encore. On a notre séminaire d'intégration et on prend le temps de former nos produits, nos CS à nos produits pendant une demi-journée. Ils cuisinent. Quand on se retrouve en convention nationale en avril, généralement, on a toujours une demi-journée où tout le monde cuisine les produits. On a des super produits, des produits à faire découvrir. Donc voilà, il y a un vrai rôle d'ambassadeur. Ensuite, on est spécialisé aussi. Nous, on est spécialisé produits du monde. Maintenant, on se spécialise aussi condiments, qui est un nouveau monde pour nous qu'on apprend, mais à grand renfort de formation qu'on investit. On va vraiment être dans cette démarche de brand builder aussi en magasin. On les nourrit beaucoup de data. Certains diront peut-être trop, mais je pense qu'il n'y a jamais trop de data. On les nourrit beaucoup de data pour qu'ils puissent être catégorie captain aussi dans leur discours à force de vente. On a aussi cette agilité, parce que quand vous onboardez une nouvelle marque, il faut que le chef de secteur soit à l'aise avec cette marque-là, puisse en parler, puisse la défendre, puisse l'expliquer. Donc ça, il y a une grande agilité. On investit les condiments aujourd'hui parce que par extension, les condiments Kikkoman, le premier, c'est une sauce soja, donc au rayon sauce. Nous, dans les sourcings, la sauce barbecue, du sel, des marques très très fortes, c'est les leaders de la sauce barbecue, par exemple, en monde, qui ne sont pas encore présents en France. Donc ça, on se dit, on a aussi des choses à dire et des success stories à montrer sur ce rayon condiments, mais ça nécessite quand même une agilité de la part de nos chefs de secteur. Et quelque chose qui fait qu'on attire aussi beaucoup de profils maintenant et qui est assez unique, c'est le retour du direct. On fait de plus en plus de direct et moi je trouve ça génial. Ça vient responsabiliser encore davantage le chef de secteur, ça redonne du pouvoir au magasin
au chef de secteur qui quasiment il pilote un PNL à son échelle, il fait la facturation, il a un discours direct magasin. Et ça, c'est vrai que tout le monde ne le fait pas. Nous, aujourd'hui, ça va être entre 10-15% de notre chiffre, donc c'est pas négligeable. Et c'est vraiment une part qui se développe au fur et à mesure aussi que le réseau de franchise se développe. Mais ça, c'est vraiment aussi une spécificité qu'on a. Donc on les forme, on les coach là-dessus. Ça nous engage aussi à recruter des profils peut-être un peu différents que ce qu'on faisait il y a 5-10 ans. Mais ça, c'est ce qui vient apporter beaucoup de valeur à notre force de vente. Est-ce que tu peux me dire maintenant en magasin, pour vraiment rentrer dans le concret, et pareil, je parlais des Catman tout à l'heure, beaucoup de chefs de secteur nous écoutent et sont sur la route en voiture, parce que je sais à 7h quand je regarde les stats, je me dis mais comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé entre 5h et 7h du mat, je sais. Vous vous rendez sur la route, vous rencontrez des chefs de rayon. Une question que j'ai pour toi, est-ce qu'il y a un chef de rayon dédié produit du monde? Est-ce que justement le chef de rayon a une certaine connaissance du rayon, ou justement tout l'enjeu c'est un chef de rayon épicerie salée, et tout l'enjeu justement c'est d'expliquer, d'éduquer au même titre qu'on pourrait le faire avec un consommateur sur ces produits-là. Et quelle est la marge de manœuvre justement pour les chefs de secteur pour pouvoir expliquer ces nouvelles marques en magasin? D'abord, bonjour à toi, le chef de secteur qui nous écoute et qui est sur la route entre 5 et 7 heures du matin. On pense à toi et merci, bon courage. Alors oui, évidemment, les niveaux de maturité des enseignes et sur le carrelage, j'ai envie de dire, varient. C'est des enseignes ou des postes sur lesquels il y a beaucoup de turnover. Donc, on a autant de profils que de magasins, j'ai envie de dire, mais le dynamisme qu'on a sur Produits du Monde et la puissance de la catégorie condiments font quand même qu'on a des oreilles attentives. On prend le temps énormément d'accompagner. Alors effectivement, on a nos balisages, on a nos data, on a la présentation de nos produits, on échantillonne aussi, on aime bien que nos clients goûtent nos produits. Donc on prend beaucoup le temps d'échanger avec eux, de faire découvrir. C'est avant tout aussi des consommateurs, donc c'est des décisionnaires, c'est sûr, mais on parle d'abord aux consos pour leur dire voilà, regarde ces nouveaux produits, qu'est-ce que je peux faire avec. Donc on doit expliquer comme on l'expliquerait. Évidemment, je reprends l'exemple de la pâte miso, du curry japonais que j'ai montré tout à l'heure. Ensuite, pour ce qui est de la décision en magasin, c'est quelque chose sur lequel on met de plus en plus l'accent. Alors évidemment, on a nos guidelines nationales, on a nos Catman et nos CAM qui nous poussent, les plans nationaux, etc. Donc tout ça recascade et on met en place les nouveaux planos assez rapidement. On est en accompagnement de nos équipes terrain et de nos clients, j'ai envie de dire. On a 50 personnes sur le terrain, c'est aussi à ça que ça sert. On embauche aussi 250 merchandiseurs environ par an, part-time. Donc ça, c'est des externes, donc ils viennent nous aider sur les temps forts, comme les Nouvel An chinois par exemple. Donc voilà, on rencontre énormément nos clients terrain, notamment dans la préparation de ces temps forts promo. Mais vu que c'est un rayon qui est complexe avec beaucoup d'offres, on a vraiment besoin d'avoir un discours de clarté. C'est vrai qu'on peut être vite désemparé face au rayon, et c'est aussi le cas de certains de nos chefs de rayon qui disent il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de petits produits, il y a beaucoup de codes. Donc voilà, on a ce vrai rôle d'accompagnant, plus le direct dont j'ai parlé tout à l'heure. Forcément, je suis obligée de te poser la question parce que tu es revenu 2 fois dessus sur le direct. Tu disais tout à l'heure, ça représente 10 à 15% de votre chiffre d'affaires. Effectivement, et je te rejoins complètement pour avoir exercé ce métier pendant plus de 2 ans, c'est une vraie compétence de faire de la facturation en direct avec un magasin et d'avoir ce lien-là. Je vais te poser la question, est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que c'est pas plus simple de passer justement au national, ou est-ce que vous passez d'abord en direct pour ensuite aller au national? Comment ça s'orchestre finalement cette particularité commerciale? Pour moi, pour nous d'ailleurs, ces deux façons de faire sont complémentaires. Évidemment, on a des relations privilégiées avec les enseignes nationales. On travaille avec toutes. On a des revues, on s'inscrit dans les temps forts des enseignes, des revues de catégorie, les revues d'innovation, etc. On va dire l'essentiel, et évidemment 85%, 90% de notre business vient de là, c'est le centralisé, le national. C'est là où on va avoir beaucoup d'impact. Mais j'ai envie de dire, c'est un jeu en 2 temps. D'abord, effectivement, ces négociations, ces cadres annuels où on va aller négocier nos plans d'affaires au national. Et ensuite, on a aussi ce relais de croissance ou de possibilité à la fois pour le magasin, où on ouvre un catalogue beaucoup plus large que celui auquel il aura le droit suivant le cadrage de l'enseigne, mais aussi pour nos chefs de secteur. Et je dois dire que c'est aussi un moyen de réenchanter peut-être un peu ce métier de chef de secteur, de responsabiliser aussi davantage, de créer du challenge, de réveiller vraiment le vendeur plus que le contrôleur, on va dire, comme ça a dû être. Donc c'est pas le même métier, clairement, mais in fine, c'est la promotion des marques, c'est aussi être très catégoriel.
parce qu'on n'est pas des bourrins. Donc direct veut pas dire on pousse de la cam, etc. Donc c'est pour ça que je dis on est très data. Donc on nourrit beaucoup de data pour être aussi efficace là-dessus. Maintenant, on s'est doté d'outils d'IA. Il y a l'IA qui nous fait aussi des diagnostics de prévisite, donc qui nous permet d'être encore plus chirurgicaux dans ce qu'on va aller proposer aux enseignes. Donc c'est autant d'outils qu'on va les donner à nos CS et qui vont faire qu'ils vont s'éclater. C'est ce qu'on souhaite qu'ils restent. On sait que le job est pas toujours simple, mais voilà, ça réveille la fibre du vendeur, et à grand coup de formation et d'accompagnement sur cette dimension-là, et c'est vrai j'ai tendance à penser que ça pourrait enchanter un peu ce métier-là. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous pouvez me dire les erreurs les plus fréquentes que vous voyez quand une marque Produits du Monde s'implante en GMS, ou alors 2-3 facteurs clés de succès que vous pouvez nous donner? Nous sommes tout à votre écoute. Une erreur peut-être un peu courante et qu'on observe, c'est, on en a un petit peu parlé, penser que parce que le rayon est dynamique, on peut arriver avec une offre, peut-être un MeToo, et ça fonctionnera forcément. Je pense que c'est une erreur assez courante où on va venir, on va voir un intervenant tenter de s'insérer sur le rayon produit du monde avec peut-être de très bonnes intentions, mais avec un manque d'authenticité, avec une approche très marketée, mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est un petit peu creux, et surtout peut-être bombarder un peu trop tôt sur de la communication digitale, de la communication qui serait hors magasin, alors que finalement les produits sont pas présents ou pas assez présents sur des temps forts comme le Nouvel An chinois. C'est vrai que ça représente quand même 20% du chiffre d'affaires de la catégorie. Si on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux ou des grosses activations marketing pour faire parler des produits, mais que in fine, il y a très peu de display sur le carrelage au moment des temps forts les plus importants de la catégorie, je pense que c'est aussi une erreur assez importante, puisque finalement, une fois que les 12 mois sont écoulés, on regarde les performances, les rotations, et on se rend compte que c'est pas forcément le reflet de tous les moyens, les investissements qui ont été mis sur la table. Donc oui, si je dois citer 2 erreurs, c'est croire qu'une approche marketée peut remplacer une authenticité de marque, et faire beaucoup de bruit, mais peut-être pas être assez réactif en magasin. Merci à tous les deux. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils ont des questions, des remarques, des feedbacks sur l'épisode? Ça arrive souvent, des bavards qui ont encore plein de questions à poser que j'ai pas eu le temps de poser. Alors merci beaucoup, et effectivement s'il y a des questions sur ce qui a été dit, pas hésiter à nous contacter sur LinkedIn, sur nos plateformes, donc sur la plateforme TWF notamment. Vous pouvez aussi nous contacter en privé, donc Amélie Six et Thomas Lancelot. Il y a également notre plateforme Voyager en cuisinant. Il ne faut pas hésiter à visiter et à s'abonner à la newsletter. Donc c'est un site qu'on a mis en place il y a maintenant un peu plus d'1 an. On retrouve beaucoup de recettes liées à nos produits. On a également une petite boutique en ligne où on retrouve nos produits les moins diffusés. Donc pas hésiter à nous rendre visite sur ces différentes plateformes. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.